Allez, bah c'est parti. Bon, bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup d'être si nombreux. Pour être très très honnête, je m'attendais vraiment à 10 personnes max. Et j'aurais été déjà le plus heureux du monde. Donc franchement, c'est assez énorme de vous voir tous là. Donc merci beaucoup d'être là. Et puis on va donc lancer Asymposium. Alors Asymposium, voilà, c'est en référence à Symposium, qui est donc un colloque, un congrès scientifique. Et évidemment, notre beau Val d'Azun qui vient honorer avec son préfixe. Et donc, ce cycle de conférences-là, le but, c'est de faire de la vulgarisation scientifique, de parler de sujets divers et variés qui sont liés au thème des sciences globalement, mais qui derrière, après, vous allez voir qu'on pourra prendre plusieurs embranchements pour aller parler d'histoire des sciences, de mathématiques, de physique, de choses comme ça. Et donc le but, c'est que ce soit vraiment accessible à tous, donc très vulgarisé, pour donner ou redonner le goût des sciences. Parce que les sciences dures, hein, là j'entends plutôt, les sciences dures, c'est à mon sens, un formidable moyen de découvrir le monde et de comprendre les phénomènes qui nous entourent. Et c'est vrai que ça peut être repoussant au premier abord et ça peut être un souvenir un peu qui peut hanter pendant des années parce qu'il y a beaucoup de sténographie. Effectivement, les équations, il y a beaucoup de symboles et donc on a tout de suite tendance à être assez impressionné en voyant ça et en se disant mais c'est incompréhensible, c'est pas pour moi, j'arriverai pas à comprendre, etc. Et en fait, le but ici, entre autres, l'un des objectifs, c'est de montrer que dans l'immense majorité des cas, en fait, les équations sont juste un langage pour traduire des phénomènes que tout le monde est en mesure de comprendre dans la mesure où ils sont suffisamment bien expliqués. Donc ça va être le but que je vais me donner aujourd'hui et puis pour les conférences suivantes. Donc ça va être environ à une fréquence de 2 fois par mois. Les suivantes, là, je reviendrai un petit peu sur l'agenda à la fin de la conférence. Et donc le but, voilà, ça va être d'aborder des sujets divers et variés, toujours très vulgarisés, un format 45 minutes à peu près, et derrière 15 minutes de questions-échanges, comme ça, voilà, ça tout tient en 1 heure. Le premier thème, donc, c'est celui de l'énergie. Alors l'énergie, c'est une notion qui, à la fois, on l'entend vraiment très très souvent au quotidien, dans des contextes très variables, allant de la politique aux sciences, en passant par tout et n'importe quoi, en fait. Et donc, le but ici, c'est d'arriver à en donner une définition et de donner quelques clarifications sur ce qu'il y a derrière la notion d'énergie, et en particulier derrière la notion d'énergie en physique. Qu'est-ce qu'on entend par énergie en physique? Et ensuite, de voir quelles sont les implications de cette définition de l'énergie qu'on arrive à construire en physique dans potentiellement des phénomènes qu'on connaît tous, et puis même dans nos vies quotidiennes. Alors, pour commencer, ce que je vous propose, c'est que vous preniez tous 10 secondes pour essayer de recenser les premières images qui vous arrivent en tête quand je vous dis énergie. Allez, c'est parti. 10 secondes. Ok. Alors, on va voir si on se recoupe un peu, si nos idées se recoupent un peu. Vous avez peut-être pensé à ce type de choses. Alors bon, j'ai choisi de mettre un barrage, j'ai choisi de mettre Miguelu, mais j'aurais pu mettre une centrale nucléaire, j'aurais pu mettre une éolienne, j'aurais pu mettre en fait n'importe quoi qui renvoie à la production d'énergie. Donc j'imagine que voilà, un certain nombre d'entre vous ont déjà pensé à ça. Vous avez également peut-être aussi pensé à ça. Voilà, un versant beaucoup moins marrant de l'énergie que le scintillant lac de Miguelu, mais qui emplit nos têtes tout autant dans la vie quotidienne. Troisième image, tout ce qui est lié à l'énergétique dans un sens beaucoup plus, peut-être un peu plus ésotérique. Alors là, justement là-dessus, pareil, c'est des notions d'énergie qui peuvent être intéressantes, c'est des usages du mot dans la langue française aujourd'hui qu'on a. Maintenant, là, vous allez voir qu'on va pas mal s'éloigner de ce type de choses, parce que, en fait, très souvent, le dispositif en jeu, c'est d'essayer de surfer sur la notion d'énergie, qui est une notion assez vendeuse, parce que l'énergie, finalement, on va le voir par la suite, mais c'est la capacité d'altérer le monde, la capacité d'être mis en mouvement, etc. Et beaucoup essayent de surfer sur des choses comme ça à des fins commerciales, notamment. C'est un peu ce qui s'est passé aussi avec le mot quantique. Bon, ça, je le laisserai peut-être pour une prochaine conférence, mais vous savez peut-être que le mot quantique est utilisé à toutes les sauces aujourd'hui, en particulier celle du marketing, et ça dénature le vrai sens de la notion. Et là, c'est un peu ce qui se passe avec aussi l'énergie. Donc vous allez voir que je vais assez peu parler de ce type de référence à l'énergie. Alors, vous avez peut-être pensé à ça aussi, qui est alors vous serez d'accord avec moi pour dire que ça, c'est l'image parfaite du petit déjeuner rempli d'énergie. Un bon bol de céréales,
Ça, c'est quand même exceptionnel hein, dans tout ce qu'on nous a dit globalement, surtout dans les années 80-90. Et ben là, j'en profite pour ouvrir une parenthèse. Vous allez voir, j'adore ça. Hein. Vous allez voir, je vais en faire plein des parenthèses. Sur Kellogg. Parce qu'en fait, Kellogg's, bon voilà, on connaît tous les paquets de céréales Kellogg's, etc. Savez-vous qui était Kellogg, ce cher Kellogg? En fait, ce Kellogg-là, c'était un personnage assez atypique, voire, si je dis en d'autres termes, une ordure en fait. Si vous voulez, Kellogg, c'est un gars qui était au début passionné par la nutrition et qui a décidé d'élever un peu des paradigmes en termes de nutrition pour dire si vous ne mangez pas de viande, vous allez purifier votre corps. Il a étendu ça ensuite plus loin que la viande, il a étendu ça voilà, aux produits animaux, il a étendu ça au sucre, en fait, voilà. Donc le but, c'était vraiment de purifier le corps. Et Kellogg, il ne s'est pas arrêté là, parce que pourquoi s'arrêter en si bon chemin quand on parle de pureté? Vous vous doutez de ce qui arrive derrière. Kellogg, derrière, s'est intéressé beaucoup à l'eugénisme, et donc il a parlé, je cite, d'empêcher les personnes non saines de se reproduire pour les empêcher de polluer l'espèce humaine. Voilà, donc c'est ce gars-là qui est sur les paquets de cornflakes aujourd'hui dans les rayons du supermarché. Et en fait, ce tri-là, lui, il estimait le faire notamment par le biais du QI. Et en fait, bon, je passe les détails, mais parmi les premières personnes qui ont œuvré en faveur de l'adoption du QI de manière généralisée, il y avait ce gars-là, Kellogg, parce que lui, c'était très pratique, ça lui permettait de faire le tri entre les gens qui pouvaient se reproduire et les autres. Voilà. Voilà, je referme la parenthèse là, mais tout ça pour dire que en fait, l'image du bol de céréales plein d'énergie pour bien débuter la journée, ça repose sur l'impuissance d'influence de gens comme Kellogg en particulier. Et bon, voilà, vous avez peut-être pensé à ça. Bon, évidemment, si je l'ai mis, c'est que j'y ai pensé. J'ai un peu honte d'y avoir pensé, mais enfin bon, bref. Voilà. Alors, oui. Ouais, oui, effectivement, ouais, mais tu vois. Ok, bah non, il y a pas, y a pas le sport. Bon, je rajouterai le sport. Et bon, alors maintenant, je pars sur. On va faire un peu d'étymologie. Pour commencer, ça semble important pour comprendre un petit peu déjà d'où nous vient cette notion d'énergie. Alors en fait, le premier à avoir fait référence à la notion d'énergie à travers le terme grec energeia plutôt, c'est Aristote. Alors Aristote, pour ceux qui ne connaissent pas Aristote, c'est un gars qui a écrit sur absolument tout, en fait. Quand vous vous intéressez à un sujet en sciences, vous remontez, et au bout du fil, vous avez toujours Aristote qui avait une idée sur le sujet. Alors, manque de bol, quand on s'exprime sur beaucoup de sujets, il y a peu de chances que tout ce qu'on dit soit vérifié derrière. Et effectivement, Aristote, malheureusement, il est beaucoup critiqué dans le monde de la physique parce que très souvent, il avançait des choses sans vraiment savoir de quoi il parlait. Et donc, globalement, Aristote a aujourd'hui très peu de théories qui sont encore applicables en sciences et notamment en physique. Et alors Aristote, bon, honnêtement, j'ai fait l'effort de vouloir comprendre ce qu'il disait avec cette notion d'énergie, mais le problème avec Aristote, c'est qu'il pose une définition au début, puis ensuite il fait tout sauf la respecter. Il utilise l'énergie à la fois pour dire mouvement, la force, l'élan, enfin des choses comme ça, et donc c'est très compliqué derrière de voir, de cerner vraiment le périmètre de ce qu'il entend par énergie. Alors, je vais quand même essayer. En gros, Aristote, il voit l'énergie comme un potentiel. C'est-à-dire que pour lui, le mouvement s'appelle, donc en grec c'est kinésis, le mouvement, et le mouvement est précédé par l'énergeia qui est le potentiel de la personne qui a la capacité de réaliser ce mouvement. Et pour lui, Aristote, l'énergie est une notion qui est particulièrement liée au divin. Parce que voilà, on est sur potentiel, on est sur l'alignement. Est-ce que notre mouvement, nos actions sont alignés avec ce qu'on contient, c'est-à-dire ce potentiel, justement là, cet énergeia. Et donc voilà, pour lui, l'énergie est le propre du divin. Vous repenserez à ça quand vous recevrez vos factures le mois prochain. Et donc, littéralement, si on traduit, en fait, le mot énergie en français, donc, ça nous donne force en action, étymologiquement. Et vous allez voir que force en action, c'est plus ou moins une bonne idée pour arriver à comprendre ce qui se joue dans la notion d'énergie. Je vais y revenir. Alors, ensuite, le terme énergie, pendant longtemps, donc, il est utilisé dans pas mal de contextes différents, mais le premier à clarifier réellement la notion en physique, parce que c'est ce qui va nous intéresser, c'est dans une lettre de Bernoulli qui va envoyer
qui va envoyer à Pierre Varignon. Et donc c'était en 1717. Et dans cette lettre, il va formuler le terme d'énergie comme le produit de la force par l'unité de déplacement. Alors là, ça paraît sombre comme ça, mais en fait, imaginez que vous poussez un rocher, vous appliquez une force sur ce rocher, et ce rocher, si vous le poussez sur, par exemple, 2 mètres, eh ben, l'énergie que vous aurez déployée, c'est cette force-là sur la totalité du trajet. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le travail mécanique, et c'est dans ce premier sens-là que l'énergie a été définie en 1717. Ensuite, on a Hermann von Helmholtz qui, en 1847, sort un article qui s'appelle, en allemand dans le texte, Über die Erhaltung der Kraft. Voilà. Alors, vous reconnaissez peut-être le Kraft à la fin. Kraft, ça veut dire la force en allemand. Et donc, en fait, on voit ici que les notions de force et d'énergie n'étaient encore à l'époque pas très clairement différenciées. Et donc, la traduction, c'est sur la conservation de la force. Alors, on a déjà cette notion de conservation qui va nous intéresser pour la suite. Gardez-la dans un coin de la tête. La notion de conservation, c'est central pour comprendre ce qui se joue au niveau de l'énergie. Et puis, bon, sur la conservation de la force, on voit que pour l'instant, voilà, on est encore sur un parallélisme qui est mis en place entre force et énergie, et on n'arrive pas bien à distinguer les deux notions. Et finalement, Lord Kelvin remplace en 1850 le terme force par énergie. Et donc là, on commence à avoir une compréhension solide de l'énergie qui est derrière formalisée par un physicien assez connu qui s'appelle Max Planck. C'est lui le premier qui a derrière vraiment su définir l'énergie. Et en fait, Max Planck définit l'énergie par sa conservation. C'est-à-dire que pour Max Planck, l'énergie, par définition, c'est ce qui se conserve. Donc on voit souvent la conservation, vous savez peut-être, vous avez sans doute entendu parler de la phrase de Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc là c'est plus pour la matière que Lavoisier entendait cette phrase-là. Mais sur l'énergie, voilà, on dit l'énergie est conservée au sein de toute transformation, etc. Et en fait, ce n'est pas une propriété, c'est la définition de l'énergie. Selon Max Planck, c'est la définition de l'énergie. Il dit « Je ne traiterai du concept d'énergie que dans la mesure où il peut être rattaché au principe qui donne son titre à cet essai, supposant donc que le concept d'énergie tient avant tout sa signification du principe de conservation qui le concerne. » Ce qui signifie que le principe d'énergie est énergie égale conservation, pour Max Planck. Et je termine mon histoire un petit peu avec les différentes figures illustres de cette notion d'énergie par Joule. Alors Joule, vous connaissez peut-être Joule de nom parce qu'en fait c'est l'unité qu'on donne maintenant à l'énergie. Et oui, je vois, ouais, exact, voilà. Ouais, voilà, la moyenne d'âge est assez basse en fait. Hein. Et donc effectivement, dans Joule, ce qui est assez marrant de se dire, c'est que Joule c'est un gars, en fait c'est un fils de brasseur. Il travaillait dans une brasserie, la brasserie de ses parents, et donc il était passionné par la physique et il a eu envie de mettre en place différentes petites expériences pour essayer de mieux comprendre son milieu, mieux comprendre et voir ce qu'il pouvait mettre en place pour essayer d'améliorer sa compréhension de la physique avec ce qu'il avait sous la main. Et Joule, rien qu'en faisant ça, en fait, c'est lui le premier qui a réussi à établir le lien concret entre travail mécanique et chaleur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire établir ce lien entre travail mécanique et chaleur? Voici l'expérience qu'il avait mise en place. C'est assez simple. Vous avez un poids qui est suspendu au bout d'un fil avec une poulie, et puis cette poulie entraîne un axe de rotation, et autour de l'axe de rotation, vous avez des pales qui font tourner l'eau dans un liquide, ou c'est de l'eau, dans un récipient. Et en fait, ce qui va mesurer, c'est de combien est-ce qu'on peut élever la température de l'eau qu'il y a dans le récipient, juste en faisant tomber la masse d'une certaine distance. Et ce qu'il observe, c'est qu'en fait, par les frottements visqueux qui ont lieu entre les pales et l'eau, on a une petite augmentation de température. Et derrière, il va mesurer de combien est-ce qu'on arrive à augmenter la température, et il va essayer de mesurer combien est-ce qu'il faut mettre d'énergie pour chauffer 1 gramme d'eau de 1 degré. Et en fait, chauffer 1 gramme d'eau de 1 degré, vous connaissez tous comment ça s'appelle une calorie. En fait, la calorie, c'est ça. Les calories, une calorie, en fait, c'est 4,185 joules. Et une calorie, c'est l'énergie qu'il faut. Donc, en fait, de quelle hauteur il faut faire tomber le poids en équivalent métrique pour arriver à élever le gramme d'eau de 1 degré. Donc là, après, bon, il fait des calculs pour arriver à comprendre combien il avait dans son récipient.
récipient, pardon, le thermomètre, quelle a été la variation de température enregistrée. Et donc finalement, Joule inscrit son nom dans l'histoire de l'évolution de cette notion d'énergie. Et pour la petite anecdote, comme il était fils de brasseur, eh ben, il y a plusieurs fois dans des congrès de mathématiques où Joule il se faisait moquer. Et une fois, il y a notamment un mathématicien qui lui a dit « Mais monsieur Joule, ce ne sont pas des expériences qu'on fait dans une brasserie. » Voilà. Donc une des multiples anecdotes, vous allez voir, même dans les prochaines conférences, etc., vous verrez très souvent que, comme dans l'histoire des sciences, on a comme ça des personnages desquels on n'attendait pas forcément des idées aussi brillantes de par justement leur parcours, et qui, tout seuls, ont dû lutter contre le scepticisme de la communauté scientifique à vouloir être un peu plus ouvert d'esprit sur des parcours atypiques comme ça, qui venaient principalement du terrain. Et donc, ça me mène à la première définition de l'énergie qui a été inscrite dans le supplément du Littré en 1867, qui est terme de physique mathématique, énergie dynamique, élément indestructible dans sa valeur numérique, mais capable de transmutation, qui le font apparaître avec ses trois formes, travail, demi-force et calories. Bon, eh bien, qu'est-ce que vous retrouvez ici? La notion de conservation. En fait, ce que ça veut dire ça, c'est très simple. C'est indestructible dans sa valeur numérique. Bon, c'est très beau, hein, c'est de l'ancien français, c'est vraiment très beau. Ce que ça veut dire, c'est que la valeur numérique de l'énergie totale, en fait, si on prenait fictivement toute l'énergie présente dans le système isolé qu'est l'univers, cette quantité d'énergie, elle est fixe, et donc indestructible dans sa valeur numérique. Et ensuite, on nous parle de trois formes. Alors, on nous parle de travail, demi-force et calories. Alors, ce que je vous propose, c'est que dit autrement, en fait, l'énergie, c'est ça. Alors là, vous vous dites, oh non, il avait dit ce serait vulgarisé, là il arrive avec ses équations, il nous énerve, bon très bien. Vous allez voir que ça, c'est le premier principe de la thermodynamique. Alors la thermodynamique, c'est une science, en fait c'est finalement le champ de la physique qui a posé proprement cette définition de l'énergie. Et l'énergie est une grandeur qui est clé en thermodynamique quand on veut derrière étudier des phénomènes à travers ce prisme de lecture. Alors, il n'y a pas à avoir peur en fait. Ça, c'est juste de la sténographie, encore une fois, c'est juste des symboles pour dire quelque chose de très simple, qui est que toute variation d'énergie, vous voyez, delta en science, c'est une variation. Hein, delta entre deux états, c'est la variation d'une certaine grandeur qu'on regarde entre ces deux états. Voilà. Par exemple, le delta de ma taille quand je fais ça et quand je fais ça, c'est une certaine hauteur qui est à peu près 50 cm. Le delta d'énergie dans un système, l'énergie de ce système peut varier, et donc cette différence d'énergie, je peux la transformer, puisque toujours pareil, il y a conservation, en W, le travail, et Q, qui est un transfert thermique, qui est de la chaleur. Ce que ça nous dit, c'est que toute variation d'énergie est implique systématiquement un travail mécanique plus de la chaleur. Alors quelques exemples pour mieux comprendre ça. Quand vous roulez en voiture, vous mettez du pétrole dans votre réservoir, donc ce pétrole-là, il contient une certaine quantité d'énergie. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez la combustion du pétrole qui vous permet d'une part d'avoir un travail mécanique qui vous intéresse, puisque c'est ce travail mécanique-là qui va faire que votre voiture avance, et vous avez le Q, qui est donc transfert thermique. Vous perdez de la chaleur, vous la perdez où? Notamment, par exemple, le frottement des pneus sur la route, qui va chauffer à la fois le pneu, la route. Ça va faire perdre un peu de matière, etc. Et en fait, une grande quantité de l'énergie que vous allez consommer va être perdue sous forme de chaleur, va être perdue sous forme de frottement, etc. Donc vous avez toujours cette relation-là qui est vérifiée entre une variation d'énergie qui crée un travail et de la chaleur. Je prends un autre exemple, vous êtes à un repas de famille, ça vous est peut-être déjà arrivé quand vous sortez de table de vous dire « Oh, il fait chaud !» Ah, j'ai chaud. En fait, oui, parce que vous avez accumulé une grande quantité d'énergie et donc, naturellement, votre corps s'auto-régule et donc va dissiper de la chaleur et vous allez avoir largement de quoi faire du travail mécanique si vous en avez envie derrière. Donc là, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Vous avez une variation d'énergie qui est liée au fait que vous ingérez des aliments, donc de l'énergie chimique, et vous avez la capacité derrière de produire un travail mécanique, si vous allez marcher, courir, que sais-je, et puis une variation de chaleur parce que votre corps va s'autoréguler et vous allez dissiper de la chaleur. Et le corps a besoin de cette dissipation de chaleur, c'est d'ailleurs pour ça qu'on consomme autant d'énergie, parce que si on regarde finalement l'énergie qu'on consomme dans une journée comparée au travail mécanique, c'est-à-dire aux activités qu'on fait,
On se dit pourquoi on a besoin de manger autant? En fait, parce que le corps doit se maintenir tout le temps à 37 degrés, et c'est ce fameux Q qui lui permet de se maintenir à 37 degrés. Alors, quelques conséquences immédiates de cette équation-là, c'est que, premier scoop, nul n'a jamais produit d'énergie. Vous voyez ici qu'une variation d'énergie se conserve sous forme de travail et de chaleur. L'énergie se conserve. Toujours pareil, je retombe sur cette phrase qui est fondamentale. Donc nul n'a jamais produit d'énergie et nul n'a jamais consommé d'énergie. Donc en fait le terme production d'énergie n'a pas de sens, le terme consommation d'énergie n'en a pas non plus. Et puis si je vais encore plus loin, nous n'avons en fait qu'affaire qu'à des convertisseurs d'énergie. C'est-à-dire que quand on voit une éolienne, quand on voit un panneau solaire, etc., tout ça, ce sont des convertisseurs d'énergie. Une centrale à pétrole, c'est une centrale à charbon, pardon, ou une centrale à pétrole, ce sont des convertisseurs d'énergie. Nous sommes tous des convertisseurs d'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une énergie structurée, entre guillemets, ordonnée, chimique en entrée, et derrière, on va la transformer en travail mécanique et en chaleur. Qui va être, pour le coup, d'un point de vue humain, une énergie qui est dissipée, qu'on ne va pas pouvoir utiliser, sauf dans quelques exemples particuliers. Par exemple, si jamais vous faites du vélo d'appartement chez vous, vous pouvez à la fois vous en servir pour le travail mécanique, c'est-à-dire vous entraîner, et puis votre transfert thermique, il va venir chauffer votre maison aussi. Voilà, vous voyez, c'est toujours dépendant. En fait, parfois, ce qui nous intéresse d'un point de vue humain, c'est le travail mécanique, la plupart du temps en fait. Parfois c'est le transfert thermique et parfois c'est même la variation d'énergie. Typiquement quand je freine en voiture, ce que je fais en fait, c'est que ce qui m'intéresse c'est quoi? C'est ralentir. Donc c'est faire varier mon énergie mécanique parce que voilà, quand j'ai de la vitesse, j'ai de l'énergie liée à cette vitesse, ça s'appelle l'énergie cinétique. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Donc ce qui m'intéresse c'est d'avoir ce delta d'énergie. Et qu'est-ce que je fais pour l'avoir? J'applique un frottement sur mes freins, et donc j'applique un travail en fait mécanique. Mes surfaces vont frotter mon disque de frein, et je vais pouvoir ralentir, mes freins vont chauffer, mais ce qui m'intéresse encore une fois, c'est le fait de ralentir. Alors, je passe sur quelques convertisseurs bien connus, parce qu'en fait, finalement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous sommes tous des convertisseurs. L'énergie se conserve, donc tout ce qu'on peut faire, c'est la convertir d'une forme ordonnée à une forme moins ordonnée. Alors, ordonnée ou pas ordonnée, c'est la notion d'entropie. Je ne rentrerai pas dans le détail, je pense que je ferai une conférence un jour là-dessus. Mais pour le moment, on va s'en tenir à ça. On va s'en tenir à une énergie, dites-vous, voilà, accepter qu'il y a de l'énergie ordonnée, c'est-à-dire on peut en faire un peu ce qu'on veut, et derrière de l'énergie désordonnée, bon, de la chaleur, etc., globalement, c'est très compliqué à récupérer, donc elle est perdue pour nous. Ce que ça implique directement, c'est qu'en fait, les énergies renouvelables, ça ne veut rien dire ce truc. Les énergies renouvelables, en fait, ça ne veut rien dire. Ce qui est renouvelable, c'est le phénomène qui nous permet derrière de convertir l'énergie du phénomène dans quelque chose qui nous intéresse. Et le renouvelable, en fait, ce qui serait plus juste de préciser, c'est que le renouvelable, c'est renouvelable à l'échelle humaine. Parce qu'en fait, imaginez par exemple, je prends des éoliennes, bon, ce qui est renouvelable, c'est le vent, le phénomène de vent qui va pouvoir se renouveler, faire tourner mon éolienne et donc produire une énergie électrique que je vais pouvoir ensuite utiliser. Mais si jamais on imagine, abstraction, je mets une infinité d'éoliennes, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais arrêter le vent. Donc vous voyez que le phénomène de vent, si vous voulez, il est renouvelable parce qu'à l'échelle humaine, comme on n'est pas capable de déployer des quantités infinies d'éoliennes, on va pouvoir utiliser ce vent pour garantir le fait que mon éolienne tourne. Autre exemple, le soleil, il est renouvelable jusqu'à un certain temps. Ce qu'on dit, c'est qu'en fait, le soleil, grosso modo, de là à ce qu'il meure, on a largement le temps, donc à échelle humaine, c'est une énergie qui est renouvelable, mais c'est une énergie renouvelable parce que le phénomène du rayonnement solaire est renouvelable sur notre convertisseur qui est le panneau solaire. Okay, nous, si je prends par exemple nous, ici, alors oui, non, si je dis deux mots quand même du pétrole, le pétrole, en fait, pourquoi est-ce que c'est pas une énergie renouvelable? C'est parce que le phénomène en question, pour avoir du pétrole, c'est hyper compliqué en fait. Il vous faut que vous ayez des dégradations de fougères qui soient absorbées par la litière, qui derrière rentrent en décomposition, qui soient absorbées par le sol, derrière des conditions géologiques spécifiques avec une roche-mère qui bloque la remontée du pétrole et qui vous fasse des gisements, en fait c'est ce qui se passe, hein, c'est des fougères qui se décomposent, qui créent du pétrole, et le pétrole est bloqué parce que vous avez un certain type de roche qui fait capuchon.
Bon, et bien ça prend des millions et des millions et des millions et des millions d'années, donc à échelle humaine, c'est une énergie qui n'est pas renouvelable, parce que le phénomène n'est pas renouvelable, et donc on ne va pas pouvoir aller puiser dans le sous-sol autant qu'on le voudrait, enfin dans la mesure des ressources disponibles en tout cas. Et puis, si je prends maintenant nous, autant qu'on est, on est tous des convertisseurs d'énergie, et donc juste une petite parenthèse sur la notion de fatigue. Souvent on dit que la fatigue est liée au manque d'énergie. En fait, c'est que partiellement vrai, si vous voulez. La fatigue, en physiologie, la fatigue, c'est un état résultant de contraintes physiologiques ou psychologiques qui aboutit à une diminution des performances physiques ou cognitives. Alors en fait, on voit bien que cette diminution des performances physiques ou cognitives, elle peut venir de deux choses. Elle peut venir, oui, effectivement, du fait que vous n'avez pas suffisamment d'énergie, mais aussi que le convertisseur est fatigué. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes au milieu, vous mangez pour avoir l'énergie pour faire des activités, produire un travail mécanique, chauffer votre corps, etc. Mais en fait, à un moment donné, ce schéma-là, vous ne pouvez pas le répéter indéfiniment si votre convertisseur est fatigué. Typiquement, imaginez que vous arrivez à manger 10 000 calories par jour et que vous voulez faire 100 bornes de course à pied par jour, par exemple. Vous allez avoir un gros problème à un moment donné parce que vous aurez beau être bien au niveau de la balance énergétique, votre convertisseur, c'est-à-dire vous, sera fatigué. Donc cette opposition entre fatigue et énergie, elle est vraie que dans une certaine mesure. Et en fait, dans l'absolu, ces deux notions peuvent pas vraiment être mises en opposition comme on le fait souvent dans le vocabulaire courant. Alors, petit exemple pour illustrer les ordres de grandeur relatifs à cette notion d'énergie, parce que là j'ai parlé de convertisseur, j'ai parlé de conservation d'énergie, etc. Mais au juste, là on n'a pas d'idée de quantité en fait. On commence à avoir une idée du fait que d'accord, il nous a dit, ok, grosso modo l'énergie reste constante, on ne peut pas en créer, on ne peut pas en consommer, etc. Mais quel est notre rapport à l'énergie dans la vie quotidienne et à quoi est-ce qu'elle nous sert cette énergie ? Alors elle peut nous servir par exemple à aller grimper ce sommet-là qui s'appelle le Balaïtous, que vous connaissez certainement. Et donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse un petit jeu sur les équivalences en différentes unités, que vous allez voir juste après, d'une ascension aller-retour du Balaïtous à partir de la maison du parc, après le barrage du Tech là-bas. Donc je reprends, vous partez de la maison du parc, vous allez au sommet du Balaïtous, vous revenez. Combien est-ce que cet aller-retour-là en termes d'énergie équivaut en termes de pizza 4 fromages, à votre avis? Vous allez à la Rinçoise, vous prenez combien est-ce qu'il vous faut de pizza 4 fromages pour arriver à une quantité d'énergie similaire à celle que vous avez déployée en faisant votre aller-retour au Balaïtous? Allez, c'est parti. Une. 10. 4. 3. Oui, ordre de grandeur. On est sur des ordres de grandeur. J'ai pris une personne dans mes calculs, 70 kg. Une personne de 70 kg. La gravité est égale à 9,81. Voilà les hypothèses que j'ai prises. donc c'est approximatif. Ok, bon, j'ai eu, grosso modo, vous n'êtes pas trop loin. C'est 3. C'est 3, effectivement, vous avez besoin de 3 pizzas 4 fromages pour pouvoir arriver au Balaïtous et puis redescendre. Maintenant, si je demande en litres d'eau lâchés du barrage du Tech, combien est-ce que de litres d'eau il faut que vous turbiniez au barrage du Tech pour produire une énergie équivalente à celle que vous consommez, vous l'avez compris entre guillemets, pour faire l'aller-retour au Balaïtous. Allez-y. Ouais. En volume d'eau turbinée. 100 litres. Qui dit mieux? Mieux ou moins bien, hein? 10 000. Eh bien, j'ai entendu un truc pas loin. 70 000. Bien joué. 70 000 litres. Donc, vous voyez que c'est quand même titanesque. Hein. 70 000, ça fait 70 mètres cubes d'eau, rien que pour vous, avec vos petites jambes qui montez au sommet du Balaïtous et qui descendez. Ce que ça illustre... J'ai pas entendu. Est-ce que je peux profiter de la vanne? Ah oui, d'accord. Effectivement. Et en fait, ce que ça illustre, ça, au passage, petit aparté, c'est l'incroyable faiblesse de la force de gravitation. En fait, il y a quatre interactions fondamentales en physique. Vous avez l'interaction faible et forte... Oui, pardon Cyril.
Interactions faibles et fortes qui régissent en gros la cohésion de l'infiniment petit, je vous la fais courte, mais c'est les forces qui assurent la connexion des éléments dans les atomes, etc., des particules élémentaires. Ensuite, vous avez les interactions électromagnétiques, qu'on connaît tous, avec le magnétisme, les champs électriques, etc. Et puis la gravitation. Et la gravitation, c'est incroyablement faible, mais ça a un effet à des portées extraordinaires. C'est ce qui stabilise les planètes entre elles. Et c'est assez dingue de se dire que ce qui fait la cohérence du système solaire est une force qui est en réalité extrêmement faible. Et c'est ce que j'illustre là avec ce volume d'eau titanesque juste pour un petit aller-retour au Balaytus. Et vous allez voir qu'après on parlera des interactions faibles et fortes et vous allez voir que c'est vraiment l'inverse. En litres d'eau chauffée d'1 degré. Alors si vous avez suivi, là normalement, vous vous rappelez de ce que j'ai dit tout à l'heure et vous avez la calorie qui revient. Et là entre la pizza et mes litres d'eau chauffée d'1 degré, il y a moyen de faire une petite conversion. Alors allez-y, je vous écoute. 5000. Hein? Non, 1 gramme d'eau chauffée d'1 degré, c'est 1 calorie. Oui, oui, parce que là, je parle de litres. Voilà, je parle de litres d'eau. Hein. Donc, 1 litre d'eau, c'est 1 kilo d'eau. Donc, en gros, c'est 3000 litres. 3000 litres, parce qu'en gros, 3 pizzas, c'est à peu près 3000 calories, kilocalories. Parce que quand on dit calories, au passage, dans le langage courant, c'est kilocalories en vrai. Et donc, kilocalories, 1 kilocalorie, c'est combien d'énergie il faut que je mette dans 1 litre d'eau pour l'élever d'1 degré. Et donc là, en fait, mes 3 pizzas, c'est 3000 kilocalories, et donc c'est 3000 litres d'eau que j'élève d'1 degré. Ensuite, en litres de pétrole. Et alors là, vous allez voir que le pétrole, c'est quand même très très bien. Très très cool. Ok, 0,1. Allez, qui dit mieux? 1 litre. On est sur 0,33. C'est un tiers de litre de pétrole en fait. Donc avec ça, de pétrole, vous avez autant d'énergie que si vous aviez fait l'aller-retour au Balaytus. Et c'est là qu'on se rend compte en fait à quel point est-ce que le pétrole est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il est incroyablement dense et il est surtout facile à transporter quoi. Parce que voilà, j'ai ma bouteille avec mon tiers de litre de pétrole que j'emmène où je veux. Alors que pour aller récupérer l'énergie que vous déployez en allant au Balaytus et en revenant, bon courage quoi. Donc c'est pour ça qu'en fait notre société est autant basée sur le pétrole aujourd'hui, c'est que c'est une source d'énergie qui est extraordinairement efficace dans la quête de performance qu'on a eue dans la société actuelle. La grande question c'est maintenant pourquoi est-ce que quand on sait toutes les implications que la consommation de pétrole entraîne, est-ce qu'on n'accepte pas que la récréation prenne fin? Bon, ça je laisse ce sujet pour un autre jour. En grammes d'uranium par fission nucléaire. Alors, en gros, fission nucléaire, je simplifie, j'ai entendu aller. Du coup, fission nucléaire, c'est ce qu'on fait dans les centrales en fait. Centrales nucléaires, aujourd'hui en France, c'est de la fission. C'est-à-dire, en gros, on prend des atomes d'uranium et on les fait fissionner, en gros, on les casse. Et le fait de les casser, ça libère de l'énergie. Alors, combien est-ce qu'il me faut de grammes d'uranium pour dégager une énergie similaire? « 10-7, j'entends nanogrammes. Ok, c'est un peu plus que ça. C'est 0,02 grammes. Mais par contre, l'étape suivante, c'est la fusion nucléaire. Alors la fusion nucléaire, petite pareil, parenthèse, la fusion nucléaire, aujourd'hui, c'est une source d'énergie qui, en gros, si on arrivait à la maîtriser, serait quasiment infinie pour l'humanité. Elle aurait à disposition une source d'énergie quasiment infinie, mais on est quand même encore très loin de la maîtriser puisque ça implique des températures qui sont extrêmement grandes. Et aujourd'hui, les conditions qu'on doit maîtriser, en gros, pour arriver à faire de la fusion nucléaire, on arrive à les faire en laboratoire pendant entre 2 et 3 minutes. Bon, il faudrait que ça tourne en permanence. Donc vous voyez qu'on n'y est quand même pas encore. C'est pour ça que des fois on entend parler de « Ah, la fusion nucléaire va nous sauver », etc. On n'y est pas. Et donc, combien de grammes de fer il me faut par fusion nucléaire pour produire cette énergie-là? Ouais, moins, ouais.
Allez, c'est 0,00008. Donc ça vous fait 80 microgrammes. Donc c'est vraiment ridicule, quoi. C'est je peux même pas le représenter, hein, voilà. Mais ça montre à quel point en fait, c'est encore une fois ce que je disais tout à l'heure avec les interactions fondamentales, l'interaction forte qui lie les éléments des noyaux, donc les quarks entre eux, est tellement puissante que si vous voulez, il suffit d'une quantité infinitésimale de fer pour pouvoir déployer par fusion nucléaire cette énergie-là. Ensuite, en heures de fonctionnement d'un réfrigérateur, je prends des exemples un peu plus proches de la vie quotidienne. Allez, à votre avis. Réfrigérateur, si vous voulez connaître mes hypothèses, c'est un réfrigérateur, j'ai pris 200 watts de puissance. « 24 heures. Ouais. 24 heures de réfrigérateur. Donc voilà, vous avez un réfrigérateur en gros à votre disposition dans un coin de votre maison qui déploie en gros en 24 heures une énergie similaire, comme si en fait le réfrigérateur était monté au sommet du Balaitou, c'était descendu. Voilà ce que ça implique d'avoir juste un réfrigérateur dans notre cuisine. C'est quand même formidable. Ouais. Ouais, s'il y a 3 pizzas dans le réfrigérateur, vous imaginez quoi. Heure de fonctionnement d'un laminoir. Alors un laminoir, c'est pas très proche de nous, mais un laminoir, c'est un truc qui est quand même fondamental. C'est ce qui permet de sectionner le fer, de modeler des métaux, etc. Donc c'est très utilisé dans l'industrie et c'est un appareil qui aujourd'hui est incontournable pour le mode de vie qu'on entretient tous et qui, vous le doutez, a une puissance légèrement plus élevée qu'un réfrigérateur. Donc, 2 minutes. Voilà, c'est 6 minutes. Voilà, 6 minutes, donc vous n'étiez pas loin, effectivement. Camion lancé à 80 km/h. Je parle juste d'énergie cinétique. L'énergie cinétique d'un camion, donc l'énergie contenue dans l'élan du camion, lancée à 80 km/h. À votre avis, est-ce que c'est un quart de camion, un tiers de camion, 12 camions, 100 camions? Ouais, allez-y. 4. 2 camions. Ouais. Vous imaginez 2 camions j'ai pris 4 tonnes, quelque chose comme ça, lancés à 80 km/h. Vous avez autant d'énergie que ce que vous déployez pour aller au sommet du Balaitou se redescendre. En concombre. Ah ouais, j'avais pas de logo de concombre dans PowerPoint, donc j'ai mis une aubergine. Mais c'est un peu plus calorique qu'un concombre. Donc. Ouais, alors allez-y là. On va voir les compétences en nutrition là. 300 ? Non, c'est 100. Ouais, parce qu'un concombre, c'est 30 kilocalories à peu près. Donc, ouais. Donc, 100 concombres. Donc, ouais, ça vous montre quand même que d'un point de vue survie, un concombre, c'est quand même beaucoup moins bien qu'une pizza, quoi, hein, globalement. Ouais, on l'a toujours dit, c'est ça, ouais. En vol Paris-New York, jusqu'où est-ce que vous allez avec l'énergie que vous avez déployée ? Je sais pas. Hein. Bah, est-ce que déjà, est-ce que à partir de Lourdes déjà vous arrivez dans le Pays Basque ? Est-ce que ouais. Voilà. Ouais, donc en gros, ouais, vous faites rapidement le tour de la piste et puis ouais, vous arrivez à Saint-Pé-de-Bigorre, quoi. À Bétarame, vous plongez, quoi, en gros. Ouais, oui, je sais même pas si... Je pense qu'on décolle pas, mais... Ouais. Et en minutes passées dans le quotidien d'un Français. Alors là, ça veut dire que si vous avez à disposition, dans votre journée moyenne, l'énergie que vous aurez déployée en allant Balaitus et en redescendant, combien est-ce que vous tenez dans votre mode de vie moyen ? 600 minutes, ok. Je parle en énergie finale, hein. Je parle pas en énergie électrique. Hein. Je parle... Non, je parle de toute l'énergie que nécessite tout ce qu'on utilise dans notre vie au quotidien. Ah oui. Donc oui. C'est pas que l'énergie électrique que vous consommez, que vous avez sur votre facture, etc. Alors c'est un peu plus que ça en vrai. Ouais, c'est un peu plus d'1 heure en vrai.
c'est un peu plus d'une heure. Un Français moyen, bon, si c'était un Américain, je pense que effectivement c'était une petite demi-heure. Mais là, ouais, vous tenez un peu plus d'une heure. Mais ça, c'est juste pour dire, ça vous montre à quel point est-ce que c'est phénoménal l'énergie qu'on déploie, qu'on convoque en fait au quotidien pour nos usages anodins, hein, juste pour voilà, prendre la voiture pour aller bosser, le réfrigérateur qui, pareil, comme je dis tout à l'heure, fait sa petite rando, balaye tous et redescend dans la journée, pour tout ce que vous avez dans votre frigo, pour le congélateur, le lave-vaisselle, la machine à laver, etc. Tout ça fait que vous avez certainement entendu déjà le terme d'esclave énergétique. Esclave énergétique, si jamais vous essayez de vous demander combien de personnes est-ce qu'il vous faudrait à votre disposition sur des vélos pour produire l'énergie que vous consommez au quotidien, en fait, chaque Français en aurait autour de 200. Donc ça nous fait nous rendre compte à quel point est-ce que l'énergie qu'on utilise au quotidien est loin de ce que, évolutivement, un être humain serait capable de produire par lui-même. Voilà. Alors, je reviens à ma frise de scientifique. Vous avez peut-être observé qu'il manque un gars, quand même, dont, quand on parle de science, en général, on essaye de ne pas en parler, mais on est obligé à un moment donné de l'évoquer. Ce gars-là, il s'appelle Albert Einstein. Voilà, parce qu'évidemment, hein, en fait, sur le sujet de l'énergie, ben, voilà, comme dans tous les champs de la physique, Albert Einstein est arrivé là-dedans. Et ce qu'il a fait de célèbre dans le champ de l'énergie, c'est ça. Vous la connaissez peut-être, cette équation-là. E égale mc carré. Alors, cette équation-là, d'Albert Einstein, en gros, c'est au cours de sa formidable année en 1905, où il a révolutionné des champs entiers de la physique avec ses différents papiers. Hein, donc ça, c'est le papier qu'il a publié à la fin de l'été 1905. En gros, il est parti en vacances. Il avait fait son papier sur la relativité restreinte. Alors, la relativité restreinte, je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, il a complètement révolutionné la manière de percevoir l'espace et le temps. Et derrière, il est parti en vacances avec sa fille et sa femme. Et les vacances d'Albert Einstein, ça consiste à se demander quelles sont les implications de sa première étude sur les relations de l'électromagnétisme. Très bien. Il a envoyé des courriers à un autre scientifique, etc. Et il lui a dit, écoute, je pense qu'il y aurait moyen de répliquer des résultats sur les relations de l'électromagnétisme. Et il a donné cette équation-là. Et en fait, cette équation, elle est assez extraordinaire parce que ça lie les notions d'énergie et de matière. C'est-à-dire qu'en gros, ce que dit Einstein avec cette équation-là, c'est que la matière contient en soi de l'énergie. Ce qui signifie que ma gourde, là, par exemple, ma gourde contient de l'énergie. Rien que par le simple fait qu'elle existe. Et ça, c'est des choses qui ont complètement révolutionné la compréhension qu'on a de la physique. Je vais rapidement sur un petit aparté là-dessus, mais pour vous donner un exemple des expériences qu'on peut faire en accélérateur de particules avec cette loi-là, l'essentiel, c'est que vous ne cherchiez pas nécessairement à comprendre ce qui se passe, parce que moi, j'y comprends rien non plus, mais juste observer à quel point c'est beau. Vous avez deux protons de haute énergie qui se rencontrent, qui explosent et qui donnent naissance à plein d'autres particules par ailleurs. Si vous faites la somme de toutes les masses de ces particules, vous avez une énergie, puisque la masse est liée donc à l'énergie, vous avez une somme qui est égale à l'énergie des deux protons incidents. Ce qui signifie que la vitesse, l'énergie contenue dans le fait que les protons étaient actifs, c'est-à-dire bougés, leur vitesse s'est transformée à leur tour en particules. Dit autrement, c'est comme si j'arrivais, je vous serrais la main, et qu'une propriété de moi, par exemple mon âge, devenait à son tour une entité. D'accord ? Imaginez deux humains qui arrivent, qui se serrent la main, et puis tout d'un coup, l'âge d'un des deux humains, pouf, devient un autre humain à côté. C'est un peu comme si ça se passait comme ça. Alors attention avec ce un peu comme si, vous avez compris, hein, c'est une image, mais c'est exactement ça. En fait, au niveau microscopique, on a beaucoup de mal à le comprendre, mais c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que vous avez une propriété d'un corps qui devient à son tour un corps. Et tout ça, c'est régi par cette équation qui nous dit qu'en fait, quand un corps perd de l'énergie, il perd aussi de la masse. Ce vidéo proche là-haut, qui est en train d'émettre un rayonnement lumineux, il envoie des photons qui n'ont pas de masse, hein, sur le tableau. Il est en train de perdre de la masse. Il est en train de perdre une masse qui est égale à l'énergie qu'il envoie sur l'écran, divisée par la vitesse de la lumière au carré. Alors la vitesse de la lumière au carré, vous imaginez, c'est quand même énorme. Donc effectivement, la masse qu'il perd, là, il n'est pas en train de se désagréger, etc., parce qu'il perd une masse qui est infime en vrai.
Mais si je suis rigoureux, ben, le vidéoprojecteur est actuellement en train de perdre de la masse. Et c'est valable pour absolument tout. Alors, petite conclusion, parce que jusqu'à maintenant, bon, en termes de conscience, j'ai un peu rabattu, j'ai ramené l'être humain au même niveau qu'une éolienne et qu'un panneau solaire, vous avez remarqué. Hein. J'ai dit qu'on était tous des convertisseurs d'énergie, qu'un panneau solaire et une éolienne, c'était des convertisseurs d'énergie, et que tout ce qui importait, c'était cette loi de conservation de l'énergie. Et donc, là, je vais aller un peu plus loin. Je vais parler du choix qu'on fait dans l'utilisation de cette énergie. Et cette citation d'Otto Weininger, l'énergie suit l'attention, là où vous placez votre attention, l'énergie du système ira. C'est-à-dire qu'en fait, vous, au quotidien, vous avez en permanence des variations d'énergie internes. Et vous pouvez choisir d'utiliser le W, le travail mécanique, pour en fait, ce que vous voulez. Et c'est ça qui est intéressant dans cette notion d'énergie-là, c'est que finalement, l'énergie, et j'ai parlé au début de force en action, l'énergie, c'est, dit simplement, la capacité d'action qu'on a en tant qu'être humain. Vous avez de l'énergie que vous apportez par ce que vous ingérez, et derrière, vous pouvez choisir de modeler la réalité avec ce travail mécanique que vous pouvez mettre en place. Si vous voulez, on dit souvent que la capacité à altérer le réel qu'on a dans la vie d'un être vivant, c'est le temps. Le temps nous est compté, on a un temps imparti pour faire un certain nombre de choses sur Terre, etc. Bon, le problème du temps, c'est que on n'y peut pas grand-chose, quoi. Le temps, il s'écoule. Et donc, si jamais vous passez 10 minutes à comater dans un canapé, vous avez perdu 10 minutes. L'avantage avec l'énergie, si vous mesurez ce que vous faites, votre capacité à altérer le réel, avec l'énergie que vous déployez, par exemple, si je sais pas, je veux devenir patineur artistique, l'énergie que j'aurais passée à m'entraîner sur une patinoire, je veux construire une maison, l'énergie que j'aurais mise dans la construction de cette maison. L'avantage de ça, c'est qu'en fait, vous n'avez pas d'énergie perdue, puisque l'énergie, entre guillemets, quand l'énergie perdue, elle est stockée. C'est-à-dire que si jamais vous passez 10 minutes à comater dans un canapé, eh ben, l'énergie de ces 10 minutes, derrière, vous pouvez en faire absolument ce que vous voulez, elle est stockée, et vous allez avoir une capacité d'action sur le réel qui va être d'autant plus importante. C'est pour ça que je trouvais intéressant ce petit parallèle pour dire qu'en fait, si on comptait tous en énergie, non seulement en mangeant plus, c'est génial parce que c'est comme si on se donnait du temps supplémentaire parce qu'on a davantage de capacité d'action sur le réel, et puis cette énergie-là nous conduit à nous dire que finalement, on a cette capacité à se mettre en mouvement, à avoir un impact sur la réalité, à modeler les choses selon là où on aura envie de mettre notre énergie. Et donc souvenez-vous toujours de ça, l'énergie suit l'attention, là où vous placez votre attention, l'énergie du système ira. Alors 3 messages clés. Premier message à retenir de cette conf, c'est l'énergie se définit par sa conservation. Le petit delta U égale W plus Q, donc vous avez variation d'énergie, travail mécanique et chaleur. Deuxième message, nous mobilisons au quotidien des quantités d'énergie phénoménales par rapport à ce qu'on serait capable de faire en tant qu'être humain. Ça, c'est un message qui est vraiment hyper important à garder en tête. Quand au quotidien, demain, quand vous commencerez votre journée, posez-vous la question. Dites-vous, ok, quelle quantité d'énergie je suis en train de mobiliser à travers ce que je suis en train de faire. Ma voiture, ok, ah ouais, hop, maintenant que vous avez les ordres de grandeur, vous pouvez vous rendre compte d'à quel point est-ce que notre mode de vie est gourmand en énergie. Et c'est quand même des choses qui sont importantes à garder en tête parce que quand on a ça à l'esprit, en fait, on comprend à quel point le XXe siècle et le XXIe siècle sont une période un peu enchantée, où on a accès, on est des super-héros, pour reprendre une expression de Jean Covici. En fait, ça nous permet d'avoir des machines à disposition pour être Iron Man pour de vrai, quoi, en fait. C'est exactement ce qui se passe. Et d'avoir conscience de ça, ça peut nous permettre de prendre plus de recul sur les temps à venir qui, en cas d'énergie non abondante, ressembleront pas nécessairement à ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Et puis, nous choisissons dans une certaine mesure où nous plaçons notre énergie. Donc, c'était ma dernière slide sur, finalement, en tant qu'être humain, dans ces flux de physique qui nous semblent un peu abstraits, etc. De l'énergie, de variation d'énergie interne qui nous donne du travail, de la chaleur. Il y a quand même vous au milieu, avec votre conscience. Et donc, vous avez la capacité de placer votre attention là où vous souhaitez mettre votre énergie. Et ça, c'était un message pour moi important. Merci de m'avoir écouté. Et ici, prochaine séance. Merci.
Et si vous avez des questions, je vous écoute et je suis là pour y répondre. Et puis les prochaines séances, juste pour vous dire, voilà, pour vous prévenir de quelque chose, c'est que on va alterner en fait dans un symposium entre des séances qui sont plus conceptuelles comme aujourd'hui, on a parlé d'un concept qui est le concept d'énergie, et puis des séances qui sont un peu plus axées divertissement, avec par exemple les séances 2 et 4, donc du 16 décembre et 20 décembre, où là, on va parler, ça va être des choses beaucoup plus du ressort du comique et de l'anecdote, vaguement en lien avec les sciences, mais on va moins rentrer dans du concept qu'aujourd'hui. Donc voilà, ce sera un peu une alternance comme ça à chaque fois, une fois sur deux. Donc écoutez, n'hésitez pas à prendre note si jamais il y a des sujets qui vous intéressent. Le but, c'est que voilà, chacun puisse venir un peu à sa guise quand il a un peu de temps et puis que le sujet l'intéresse. Voilà, je vous écoute si vous avez des questions.